Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS, le journal. Voici les titres. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Umaro Sissoco Embalo déterminés à renforcer les relations entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Les deux chefs d'État ont réaffirmé cet engagement ce mardi à Bissau. Le président sénégalais y effectuait une visite de travail et d'amitié. Du blé de qualité en quantité produit au Sénégal, c'est bien possible à Matam. Deux producteurs ont déjoué tous les pronostics et convaincu les pessimistes en 90 jours. Ils ont réussi à relever le défi qu'ils s'étaient lancé. 11 tonnes sur 2 hectares dépassant toutes les prévisions. C'est le grand format de 120 heures. Un cadre de vie qui s'embellit le temps d'une rose, faute d'entretien. Sur plusieurs axes de la capitale sénégalaise, de la verdure que l'on peine à maintenir. Comment préserver cet environnement? Les Dakarois se prononcent dans la rubrique Société de ce mardi. Un savant, un érudit, un saint, qui est donc l'actuel calife de Médina Gounass, Thierno Ahmed Tidiane Ba. Les disciples et ceux qui le connaissent peinent à le qualifier dans ce journal. Le portrait de celui qui dirige une grande communauté religieuse depuis bientôt un demi-siècle. Bienvenue à tous. Après une visite d'amitié de travail de quelques heures à Bissau, le chef de l'État a regagné Dakar dans l'après-midi. Cette visite fait suite à celle de Nouakchott et de Banjul, entre justement dans le cadre du renforcement des relations de bon voisinage entre le Sénégal justement et ces pays. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo restent déterminés à œuvrer pour le renforcement des relations entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Les deux chefs d'État ont eu un entretien ce mardi à l'occasion de la visite d'amitié de travail que le président sénégalais a effectuée dans la capitale bissau-guinéenne. Un séjour marqué par un accueil populaire. Envoyés spéciaux Mamadou Belem et Oumar Nying. Bissau, une autre priorité dans la dynamique de consolidation des relations de bon voisinage. Après Nouakchott et Banjul, le président Bassirou Diomaye Faye est accueilli dans la même atmosphère chaleureuse dans la capitale bissau-guinéenne par son homologue, le président Umaro Sissoco Embalo. Les honneurs et mots de bienvenue traduisent l'enthousiasme d'un peuple avec lequel le Sénégal entretient des liens historiques de bon voisinage et de brassage socio-culturel. La démarche du président Bassirou Diomaye Faye est donc salutaire pour un chef d'État qui vient d'accéder au pouvoir. Comme ceux de Nouakchott et Banjul, les Sénégalais se sont mobilisés avec leurs frères bissau-guinéens pour accueillir le président de la République. La Guinée-Bissau occupe donc une place de choix dans les relations diplomatiques du Sénégal avec ses voisins. C'est ce que le président Bassirou Diomaye Faye met en relief dans ce déplacement. L'entretien qu'il a eu au Palais de la République avec son homologue Umaro Sissoco Embalo a permis d'échanger longuement sur les relations profondes de coopération entre les deux pays. Sénégal, il n'est pas à côté de la Guinée-Bissau, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le Senghor, avant de l'indépendance. Nos cadres étaient formés là-bas. Ça montre que nos histoires viennent de loin. Et rien ne peut nous séparer.
Et notre génération, les choses que j'avais commencé avec notre frère, président Macky, que Diouf avait commencé avec Nino, Senghor avait commencé avec Luis Cabral, président Wade avait commencé avec les Kumbayala, nous, on va le faire. Et celles qui viendront après nous aussi, ils vont voir que le train est là, ils vont juste monter pour continuer la même chose. De mon côté, je ferai tout pour qu'on puisse continuer dans la même dynamique. Et je vous dis ça devant la presse, que j'accepte votre invitation pour venir au Sénégal. Pour aller au Sénégal, je n'ai même pas besoin d'invitation. C'est juste de vous informer, tel jour je viens. Mais c'est avec plaisir que j'ai pris cette invitation. Merci mon cher Diomaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président Balo. Je commencerai par là où vous avez terminé en disant venez quand vous voulez et venez comme vous voulez aussi. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui m'ont été réservés ici, à moi et à ma délégation. Je vous l'ai dit tantôt, et vous l'avez confirmé, quand c'est vous qui venez à Dakar, vous quittez chez vous, vous allez chez vous. Quand je quitte Dakar aussi, je quitte Dakar pour aller chez moi. Parce qu'en Guinée-Bissau, le citoyen sénégalais se sent forcément chez lui. Entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, tout nous lie. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est l'histoire, c'est la parenté, c'est la géographie, c'est l'amitié et c'est la coopération. Nous avons, par l'histoire, eu l'intelligence, à travers les différents présidents qui nous ont précédés aux fonctions que nous occupons aujourd'hui, pu faire de la géographie un avantage, une fraternité que nous entretenons et que nous réussissons à transmettre parce que nous l'avons reçue intacte et nous devons la transmettre intacte, mais toujours plus approfondie, mieux affinée. Et je vous dis ici, Président Balo, ma détermination à œuvrer avec vous au renforcement de ces liens historiques parce que c'est nécessaire. De la sécurité à la culture en passant par le très stratégique secteur de la pêche, Dakar et Bissau ne cessent de consolider leurs liens historiques très forts. Des relations encadrées par de multiples accords signés entre les deux pays. Et puis les deux chefs d'État exhortent les secteurs privés des deux pays à travailler ensemble pour augmenter le volume des investissements dans la même dynamique. La coopération mixte va se réunir prochainement. Nous écoutons le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ces liens sont non seulement historiques, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous en avons fait à travers nos devanciers des liens privilégiés. Nous en avons fait des liens privilégiés, d'autant plus que nous avons réussi à les développer dans plusieurs secteurs, qu'il s'agisse de la défense, de la sécurité, de la formation. Et le Sénégal est tout à fait disposé, comme il l'a fait par le passé, à accueillir des étudiants bissau-guinéens ou même des fonctionnaires dans le cadre de la formation continue pour le renforcement des capacités de vos élites. Parce que le rayonnement de la Guinée-Bissau entraîne forcément le rayonnement du Sénégal. Les deux pays peuvent faire plus et doivent faire plus. Car nous ne devons pas aller chercher ailleurs ce que nous pouvons trouver dans nos deux pays respectifs. Si la Guinée-Bissau va chercher quelque chose plus loin qu'à côté, ça doit être quelque chose qui n'est pas disponible au Sénégal et vice-versa. Voilà pourquoi je voudrais inviter les secteurs privés des deux pays à mutualiser les efforts et les ressources pour saisir les opportunités d'augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements privés. C'est une question, à mon avis, d'intelligence économique naturelle. Nous en avons parlé tout à l'heure, Président Balo.
la grande commission mixte qui permet à travers l'Agence de gestion de la coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau de suivre et de renforcer l'intensité de notre coopération bilatérale doit être convoquée et nous avons convenu de la convoquer dans les meilleurs délais. À Dakar, le ministre de la formation professionnelle et porte-parole du gouvernement a présidé une rencontre de restitution des travaux d'écriture de programmes dans le cadre du projet 1000 femmes. Il vise justement ce nombre. Elles devraient être issues de 7 régions. Céline Lunfal. Le projet 1000 femmes, un projet qui vise à renforcer l'autonomisation des femmes parmi les plus vulnérables au Sénégal. Ceci à travers l'accès à la formation menant à des emplois formels ou à l'auto-emploi. Cette rencontre a servi de cadre de restitution des travaux d'écriture des programmes. La Direction générale de la formation professionnelle et technique a coordonné la planification et assuré le suivi de l'élaboration et la révision de programmes de formation novateurs de qualité adaptés aux besoins du marché du travail. De même, la Direction des examens, concours professionnels et certification a assuré la mise à disposition des outils instrumentés en vue de la certification par la VAE des 1000 femmes ciblées par le projet. Le projet 1000 femmes utilise la méthodologie de la VAE, la valorisation des acquis par l'expérience, et soutient le développement de formations adaptées aux besoins des femmes. Le développement des offres de formation permettra, entre autres, de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie d'orientation de 30% d'élèves issus du cycle fondamental vers la formation professionnelle et technique, mettre en œuvre l'internalisation de l'entrepreneuriat et de l'éducation financière dans les curricula de formation, développer des compétences vertes en vue de promouvoir les pratiques durables, intégrer le numérique et les évolutions technologiques dans les curricula de formation, intégrer enfin les soft skills indispensables pour le développement personnel et professionnel dans les curricula. D'une durée de 5 ans, le projet 1000 femmes est déroulé grâce à la coopération canadienne. 1000 femmes issues de 23 départements de cette région sont ciblées avec les pôles d'emploi. Dans la même veine, le caucus des femmes leaders du Sénégal veut avoir 30% de présence des femmes dans les institutions nominatives. Cela grâce à une bonne exécution du programme de participation politique. Et puis, dans cette dynamique, le collectif des femmes parlementaires s'engage à soutenir les plaidoyers sur justement l'État, le ticket présidentiel paritaire plutôt. Plus de détails avec Anaïs Nianyamaté. Selon des statistiques, au Sénégal, les femmes sont faiblement représentées dans les principales institutions du pays. Pour relever ce défi, le collectif des femmes parlementaires promeut la participation des femmes dans toutes les instances de décision. Le bureau est paritaire parce que nous avons 4 vice-présidents et 4 vice-présidentes. Chez les secrétaires élus aussi, nous avons 3 secrétaires élus femmes, 3 secrétaires élus hommes. Malheureusement, pour les commissions, on n'a pas pu avoir de parité. Parce que sur 14 commissions, nous avons 4 femmes présidentes de commission. Donc le combat reste à ce niveau. Parce que les femmes, en tout cas, sont là et elles font du bon travail. Si l'Assemblée marche aujourd'hui, c'est parce que les femmes sont là. Parce que ce sont elles qui vivent les problèmes à la base. Donc elles apportent avec elles tous les problèmes sociaux qui existent au fin fond du Sénégal. Financée par la coopération suédoise, cette deuxième phase du programme suscite beaucoup d'espoir auprès des femmes. Nous pensons aussi que nous devons travailler encore pour que les 30% que nous voulons dans les instances de décision nominatives, que nous puissions les avoir. Nous voulons continuer de travailler ensemble pour que nous puissions renforcer la présence des femmes au plus haut niveau de la gouvernance de notre pays. Et le caucus aujourd'hui est en train de faire une campagne pour que nous puissions avoir, pourquoi pas, un ticket paritaire au sommet de l'État pour que nous puissions avoir un président et une vice-présidente, pourquoi pas. Nous voulons en tout cas qu'un jour les femmes soient présidentes de la République du Sénégal, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, les défis premiers,
c'est qu'on ait autant de ministres d'hommes que de femmes, autant de députés hommes que de femmes, autant de maires hommes que de femmes. On ne nous donnera pas ça sur un cadeau, sur un plateau d'argent. Il faudrait que les femmes se battent intellectuellement, physiquement et financièrement. Devant ses sœurs, le ministre de la Famille et des Solidarités s'est engagé à accompagner les femmes dans cette lutte contre les disparités pour plus d'équilibre. En ma qualité de ministre en charge de la femme, de femme leader et mère, je fais mien ce combat et vous assure de mon soutien total. Toutes les études ont prouvé que la pleine participation des femmes est un réel facteur de développement économique, socio-économique, capable même de générer des centaines de millions de dollars à l'économie mondiale. Je souhaiterais, au sortir de cet atelier, vous recevoir avec mes services pour mettre en symbiose les résultats du présent atelier et les perspectives envisagées par mon département dans le même sillage. Ainsi, le caucus des femmes leaders du Sénégal, les femmes parlementaires et le Parlement de la CEDEAO sont prêts à soutenir le plaidoyer sur le ticket présidentiel paritaire et d'une loi modèle sur la parité au niveau de la CEDEAO. Demain, c'est le 1er mai. Les centrales syndicales se préparent à célébrer la fête du travail. À la veille de cette journée, le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions lance un message pour l'emploi des jeunes et un climat social apaisé. Voici justement le ministre du Travail au micro de Moussa Mané. Au point de vue de la loi, le salaire est la contrepartie du travail. Il n'y a d'autre choix que de le payer. Et c'est l'occasion de rappeler que tout employeur a le devoir d'exiger du travailleur sa force de travail, sa productivité, mais en retour, la question du paiement de salaire est une question, un point sacré qu'il doit falloir honorer. Un message à l'endroit des centrales syndicales, c'est de leur dire, oui, nous sommes dans un contexte très tendu. Nous avons trouvé le pays dans une situation où nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je leur dis que la bonne nouvelle, en toute humilité, c'est qu'ils ont des pairs, avec tout le respect que je dois aux plus hautes autorités, ils ont des pairs à la tête du pays, qui comprennent ce que c'est qu'être un mouvement, un homme qui se bat pour les libertés syndicales, qui ont fait le syndicalisme dans des contextes extrêmement difficiles et compliqués. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle que je peux dire à la jeunesse, oui, nous n'avons même pas un mois sur un quinquennat. Quand je dis nous, je m'en réfère au président de la République et au Premier ministre. Mais je sais qu'ils ne doutent pas. Madame la ministre de la Jeunesse me permettra de dire ce message à l'endroit de la jeunesse pour leur dire que je n'ai jamais eu une séance de travail avec le Premier ministre ou le Président de la République où la question de la jeunesse n'a pas été mise au centre de leurs préoccupations. Aujourd'hui, la jeunesse est très informée. On ne peut rien cacher à la jeunesse, mais vous avez des jeunes à la tête du pays et qui ont vécu ce que vous êtes en train de vivre, voire même le pire. C'est la raison pour laquelle, en toute sincérité, je ne peux pas détailler, mais les autorités sont sur vous. Nous avons compris que vous avez vécu des choses difficiles, mais les autorités sont sur ce qu'il faut pour que vous ayez le Sénégal de vos rêves. Vous pouvez suivre l'intégralité de l'entretien avec le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Et encore Diémé, après le journal de 20h. Le Haut Conseil des collectivités territoriales tient sa deuxième session ordinaire de l'année 2024. Ce lundi, l'Assemblée consultative a reçu le ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires. Les échanges ont tourné autour de la fonction publique locale. Enjeux et perspectives. La grève de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a été évoquée par les conseillers territoriaux. Le résumé de Seydina Lunfal. Cette deuxième session ordinaire de l'année 2024 a permis au ministère des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires d'échanger avec les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales.
Une session qui s'est déroulée en mode présentiel et en ligne et qui a permis, entre autres, d'aborder l'historique de la fonction publique locale, les problèmes et les perspectives, en plus des réformes opérées. Le HCCT tient au moins 4 sessions ordinaires dans l'année et peut tenir des sessions extraordinaires. Nous en sommes à la 2e session qui va parler de la fonction publique locale. Et nous avons invité aujourd'hui 2 directeurs qui sont au cœur de ce thème. Et nous allons continuer donc les audiences mardi et jeudi. Donc, et cela va nous permettre d'avoir une vue assez large sur la thématique et va nous permettre aussi de faire des avis ou des recommandations à M. le Président de la République. Je rappelle aussi que le HCCT, après chaque session, fait des recommandations, des avis, dépose donc cela au niveau de la table du Président de la République. Les hauts conseillers ont énuméré plusieurs problèmes liés au recrutement, au salaire des agents des collectivités territoriales ainsi que les mouvements d'humeur. Sur ce point, depuis plus de 2 ans, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales est en grève pour réclamer une augmentation générale des salaires. Les nouvelles autorités sont en train de prendre en charge le dossier. Le ministre a reçu l'intersyndicale dès sa prise de fonction, a saisi M. le Premier ministre pour que les diligences soient apportées afin qu'une oreille attentive soit accordée à l'intersyndicale pour la gestion durable de cette crise. Donc je pense qu'il y a des communiqués qui ont été produits dans ce sens. Malgré ces initiatives, la grève, elle persiste au détriment de nos concitoyens qui sont les usagers finaux du service public local. Voilà, donc on est un peu dans cette situation où dans le cadre de cette transition, les nouvelles autorités veulent prendre le temps de cerner toutes les facettes de la question avant de s'engager vers un engagement et le droit légitime de l'intersyndicale sur cette grève, il faut le dire, a duré quand même 2 ans et pose la question de la continuité du service public. Lors de cette session, de nouveaux hauts conseillers ont été officiellement installés. Le Sénégal était l'invité de la conférence sur les technologies spatiales, justement en Eurasie centrale. L'agence sénégalaise d'études spatiales y a été représentée. La délégation sénégalaise dirigée par Maram Kairé a eu de nombreux échanges avec des participants et de belles perspectives sont en vue. Et là, je tire mon travail. À la conférence sur les technologies spatiales en Eurasie centrale, le Sénégal est à l'honneur. Il est le seul pays africain invité à cet événement. L'agence sénégalaise d'études spatiales, ACES, conduite par son directeur général Maram Kairé, a porté la voix. Le thème, l'avenir du secteur spatial mondial et la coordination des activités spatiales internationales. Il a présenté la vision et la feuille de route de l'ACES. Ce panel a vu la participation du représentant de l'Union internationale de télécommunications, les responsables de l'Agence spatiale de la Turquie, du Bahreïn et le représentant du Conseil de recherche scientifique et technologique de Turquie. L'ACES et l'Agence spatiale turque ont par ailleurs signé un mémorandum d'entente en présence du vice-ministre de l'Industrie et des technologies de la République de Turquie. Ce dernier s'est engagé à accompagner l'agence sénégalaise pour la réalisation de sa feuille de route. La délégation sénégalaise a déclaré vouloir accueillir à Dakar, et pour la première fois en terre africaine, l'édition TechnoFest 2025-2026, organisée chaque année à Ankara par la Turquie. La délégation sénégalaise a aussi rencontré les délégations japonaises, singapouriennes et des Émirats arabes unis qui ont souhaité signer un accord de partenariat avec l'agence sénégalaise. Les échanges ont été fructueux et les perspectives de collaboration multiples. Le directeur général de l'agence sénégalaise des études spatiales et sa délégation ont également rendu une visite de courtoisie à l'ambassadeur du Sénégal en Turquie, son Excellence Cheikh Gueye, à qui ils ont rendu compte des principales conclusions de la conférence et ont sollicité son appui pour le suivi et la mise en œuvre efficace des différentes actions prévues dans le cadre de l'accord signé avec l'agence spatiale turque. 83e édition du Dakar de Médina Gounass, nous proposons
Ce soir, le portrait de Thierno Ahmed Tidiane Ba, le khalife général de la cité religieuse, homme de Dieu, guide spirituel, savant. La seule ambition qu'il porte, c'est de propager l'islam et ses valeurs. Âgé aujourd'hui de 89 ans, il a fait ses premiers enseignements à Bamadi, dans le Matam. C'est après le décès de son père, en 1980, qu'il a été intronisé. Son portrait avec Tidiane Cissé. Tout ce qu'on peut dire, c'est un grand homme de Dieu, un érudit. Thierno Ahmed Tidiane est un saint, moi j'ose le dire. Un érudit pour les uns, un saint ou un savant pour les autres. Les qualificatifs ne manquent pas pour ceux qui connaissent bien le khalife général de Médina Gounass. Thierno Ahmed Tidiane Ba, pour le décrire, il faut le voir, il faut le regarder. Le sourire aux lèvres. Il ne se perturbe jamais. Jamais il n'a regardé un talibé dans le sens d'une reproche. Il n'y a pas de reproche. S'il est content, on ne le sent pas. S'il est fâché, on ne le sent pas non plus. Et cela faisait partie des caractères du prophète Mohammed, paix sur lui. C'est quelqu'un qui est très patient. Il questionne beaucoup son entourage et aide beaucoup ses semblables. Thierno Ahmed Tidiane Ba est né en 1935, c'est-à-dire 22 jours seulement avant la création de la cité religieuse de Médina Gounass. Et quand son baptême a eu lieu, ceux qui sont allés le baptiser sont revenus, et ce sont eux, avec Thierno Mohamed Saïd, qui ont trouvé le site. Là où il a appris le Coran, c'est à Banadji. Banadji, c'est vers Kanel, dans la région de Matam. C'était Thierno Abdurrahman Banadji. Thierno Ahmed Tidiane Ba, c'est quelqu'un qui a une seule vision, tout le monde soit heureux, que tout le monde entre dans le paradis. Il rejoint en cela son père. Son père, c'est Thierno Mamadou Saïd Ba, disparu le 25 juin 1980. Mais avant sa disparition, le guide religieux avait bien formé son fils pour sa succession et pour la continuité de son œuvre. Et là, il a pris le legs de son père depuis 1980. Il est le khalife de son père, Thierno Mohamed Saïd Ba. C'est un homme de Dieu et tout ce qui se fait ici, c'est par rapport aux pratiques cultuelles, aux pratiques religieuses. Son père lui a donné le manteau du khalifa 12 ans avant sa disparition. Et maintenant, Thierno Ahmed Tidiane est un continuateur d'une œuvre, mais c'est un bâtisseur de l'œuvre. Il a reçu l'héritage tout en étant un acteur efficace. Parler de l'actuel khalife de Médina Gounass, c'est aussi parler de la modernité du Dakar et même de la cité religieuse de Gounass. Sinon, c'est lui qui a changé en tout, en tout. À un moment donné, on disait que les Gounassiens, ils ne veulent pas la modernité, ils ne veulent pas... Non, non, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas la modernité. Ils veulent la modernité tout en restant eux-mêmes, tout en gardant leur orthodoxie, tout en gardant leur ligne d'action. Thierno Ahmed Tidiane Ba, c'est aussi un prêcheur de la Tidjaniya, un promoteur de la paix, un stabilisateur social ou encore un défenseur de l'islam. Digne fils du Fouladou, Thierno Ahmed Tidiane Ba continue toujours de perpétuer l'œuvre de son père, Thierno Mamadou Saïd Ba, qu'Allah lui prête longue vie et une bonne santé. Et puis le comité d'organisation du Dakar de Médina Gounass tire en premier bilan satisfaisant de ce grand rassemblement religieux. Le comité salue la mobilisation de l'ensemble des services de l'État. Écoutons à ce propos Cheikh Tidiane Kébé, vice-président du comité d'organisation au micro de Tidiane Cissé. Nous remercions le bon Dieu de nous avoir aidés à commencer le Dakar. Effectivement, tous les services concernés sont présents, que ce soit la Sénélec, que ce soit la CNO, OFOR, la sécurité, le commerce, les eaux et forêts. Tous les secteurs sont là.
Et là, actuellement, avec le Dakar qui a démarré hier, tout est fin prêt. Et que ce soit la Sénélec, ils ont augmenté l'éclairage, ils ont fait des extensions, ils sont en train de raccorder quelques Dakar. Maintenant, en ce qui concerne aussi le service de l'eau, il y a eu quelques petits soucis par rapport à un forage qui a été démarré plus ou moins tardivement hier vers minuit. Et actuellement, ils sont en train de purger le réseau et ils sont en train aussi de faire circuler l'eau. Et des camions citernes ont été positionnés au niveau de certains endroits stratégiques. En tout cas, à ce moment, nous, comité d'organisation, nous voyons que tout se déroule correctement. Hier et aujourd'hui, il y a beaucoup d'affluence et aussi cette affluence sera observée lors du week-end prochain. Cette affluence sera la même lors du week-end prochain où le Dakar va se terminer le 6. Et là, le comité d'organisation est composé de plusieurs cellules et le comité d'accueil est sur place et tout est fin prêt pour accueillir les pèlerins qui vont vers leur Dakar. Comment maintenir un cadre de vie à Dakar avec des espaces verts? La question se pose sur plusieurs axes de la capitale. Vous allez voir, une bonne partie des plantes qui décorent ces lieux vit le temps d'une rose. Le manque d'entretien et certains comportements dégradent ces endroits qui accueillent pourtant du monde et beaucoup même. Damsila. La verdure qui jalonne le long de certains boulevards, rues et avenues de Dakar charme le regard. Des cocotiers et autres arbres animent le décor de plusieurs axes de la capitale. Malheureusement, leur durée de vie est éphémère. Faute d'entretien, certaines plantes commencent à perdre leurs feuilles avant de disparaître du paysage au bout de quelques semaines. Tout au début, les arbres étaient viables, on les arrosait quotidiennement, mais là on note vraiment que ces arbres ne sont plus viables par défaut d'être arrosés. Et vraiment, c'est une occasion d'appeler les autorités de veiller à ces arbres pour qu'on puisse effectivement avoir un beau cadre de vie. Pourtant, des millions de francs CFA sont déboursés pour l'acquisition de ces plantes, mais la rigueur dans l'entretien n'en suit pas. Souvent, ce sont des camions citernes qui assurent l'arrosage avec une fréquence en dents de scie. Je propose qu'on installe des robinets dans les espaces verts. C'est pour un bon entretien des plantes. Des citernes se déplacent difficilement dans les embouteillages. Ça permet que nous rosser, quoi. Pour beaucoup, le mode d'arrosage est archaïque. Avec le développement technologique, un système plus adéquat doit être utilisé. On peut implanter au niveau des plantations un système d'arrosage direct. Maintenant, il y aura une équipe au niveau de la mairie ou bien de la collectivité locale qui prendra ça en charge. Il y aura une équipe spécifique, comme UCG prend en charge pour le balayage des rues. On pourrait aussi créer au niveau des mairies des équipes qui vont prendre en charge les arrosages et pour aussi l'entretien et la maintenance. Les autorités municipales et les associations de jeunes sont aussi interpellées par les populations pour jouer leur partition dans l'entretien des biens publics. Nous avons beaucoup d'ASC. À l'époque, les ASC se portaient volontairement pour entretenir les édifices publics. Je pense que rien n'a sagé sous les cieux. Il faudrait que nos associations de jeunes, les associations sportives et culturelles, les associations riveraines puissent s'activer autour de ces édifices publics, aider un peu à l'arrosage des plantes, aider un peu les municipalités à vraiment entretenir ces édifices. Un cadre de vie charmant et attrayant a obligatoirement besoin de zones de verdure bien entretenues et ceux qui s'en occupent doivent savoir que planter c'est bon, mais entretenir c'est encore mieux. Si à Dakar on tarde à trouver la recette pour maintenir le cadre de vie à Matam, elle est déjà trouvée. Nous parlons d'agriculture. Il est bel et bien possible de cultiver du blé au Sénégal. Confirmation dans cette partie du Sénégal. 2 producteurs ont montré par l'exemple à ceux qui pensaient que ce n'était qu'utopique qu'ils avaient tort. Un ancien immigré, un de ses partenaires, ont produit sur quelques 2 hectares du blé de bonne qualité en 90 jours. Les résultats, vous allez le constater vous-même, ont même dépassé les prévisions. Le reportage
de Ibrahima Pabidjedjou. Les idées pessimistes n'ont pas pu les décourager. Ces deux producteurs avaient cru profondément que le blé peut bel et bien être cultivé à Matam et se sont engagés à relever ce défi. En l'espace de 3 mois, le résultat est impressionnant. Mieux, les prévisions sont même dépassées. Là, j'ai commencé avec 1 hectare. On nous a annoncé, si ça marche, on pouvait avoir jusqu'à 5 tonnes par l'hectare. Et là, les prélèvements que j'ai faits, sur le premier carré qu'on a fait, ça nous a donné 6 tonnes. Donc, vous voyez, donc ça, c'est très, très important. Abouba, lui, n'a pas encore fini sa récolte, mais visiblement, le rendement attendu est assuré. Ce que je viens de voir, je peux avoir jusqu'à 5 tonnes à l'hectare. Je ne connais pas trop le blé, mais ce que j'ai pu constater quand même, cette qualité vraiment est adaptée et c'est une bonne qualité. Oui. Matam, nous avons les terres disponibles qui sont aptes à produire du blé. Nous avons de l'eau. Donc le reste, c'est avoir un appui nécessaire. C'est dans leur périmètre respectif de Soringo et de Bou, distant d'environ 10 km, que chacun a pu exercer l'activité. Des difficultés, ils en ont connu. Il y a eu beaucoup de dépenses. Bon, on a eu aussi des problèmes pour le désherbage parce qu'il n'y a pas de produits phyto pour le désherbage. Le blé n'aime pas beaucoup d'eau parce que si tu inondes la parcelle plus qu'une journée, tu te risques de te retrouver avec les plantes vont mourir. Comme vous le constatez, il y a des espaces là, il y avait beaucoup de blé, mais avec la stagnation de l'eau, bon, j'ai perdu ces plantes-là. La SAID nous appuie tout ce qui est technique. Donc la SDDR aussi, bon, à travers le ministre de l'Agriculture. Je connaissais le blé il y a plus de 40 ans, bon, en France. Parce que là où ils habitaient, on était entouré par des champs de blé, de maïs, de betteraves. Voilà. Et donc je connaissais le blé en tant que céréale. Mais au Sénégal ou en Afrique, on n'exploite pas le blé. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait le faire, parce qu'on devait le faire 40 ans en avant. Et ce retard-là, c'est à nous de montrer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. J'ai vu qu'on cultivait le blé dans le désert. Et pourquoi pas Matam? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Voilà. Ça prouve qu'on peut faire le blé et avoir des très bons résultats, et avoir des très bonnes qualités de blé. Voilà. La phase test étant un succès, les ambitions du vieux Konaté et Abouba sont devenues grandes. Ces paysans souhaitent augmenter leur production, mais cela nécessite un soutien de taille. Les motopompes qu'on a, c'est des vieilles motopompes. Donc à chaque 2 jours, 3 jours, il faut avoir un mécanicien pour pouvoir allumer ces motopompes. Problème d'eau, oui, pour l'irrigation. Donc la disponibilité aussi des intrants. Si on arrivait à nous faire de la solarisation sur nos motopompes, vraiment, on allait travailler sans problème. Et puis on pouvait aussi ravitailler toute la région de Matam et pourquoi pas tout le Sénégal. On a besoin de notre propre indépendance pour qu'on ne se dépend pas des autres. On ne peut pas faire des hectares avec le main-d'œuvre à la main. Donc on a besoin de matériel, on a besoin de tracteurs. Si ça tenait qu'à moi, c'est plusieurs centaines d'hectares que je ferais en blé. Si j'ai les moyens, je vais exploiter le blé plusieurs fois par an. C'est-à-dire minimum 2 fois ou 3 fois par an. Parce qu'on a la possibilité de produire le blé 3 fois par an. Ces essais entrent dans le cadre du programme spécial blé lancé par le ministère de l'Agriculture. À Matam, cette première phase a été une réussite. La région compte démultiplier ce modèle avec les moyens conséquents pour atteindre les objectifs en termes de souveraineté alimentaire. Pendant ce temps, le programme régional conjoint de lutte contre l'insécurité alimentaire dans le Sahel évalue justement ses activités à mi-parcours après 3 ans justement d'existence. C'est une initiative du Fonds international pour le développement agricole, FIDA, qui vise à rendre résiliente cette communauté régionale après les chocs liés à la pandémie de la Covid-19 et du dérèglement climatique. Lamine Touré.
Le Sénégal est prêt à être l'ambassadeur de la deuxième phase. Cette deuxième phase constitue le déploiement permanent du programme conjoint pour le Sahel, lancé en 2020 par le Fonds mondial pour le développement agricole, et c'est à la demande de 6 pays de la région qu'il a été mis en œuvre. Nous avons entrepris un voyage avec la plupart des parties prenantes ici dans cette salle. Un voyage qui visait à revitaliser les économies locales, les systèmes alimentaires et à accroître les possibilités pour 850 millions de ménages ruraux. Après 3 années d'exécution, l'heure est à l'évaluation à mi-parcours du processus. Le PAM et la FAO se sont mobilisés aux côtés du Fonds international pour le développement agricole afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et les effets du dérèglement climatique. On a apporté des résultats par rapport à la gestion d'eau, on a apporté des résultats par rapport à l'augmentation de la végétation, augmenter la cohésion sociale dans les zones qui sont en difficulté de sécurité. On a aussi montré dans certaines zones où on a monté ce programme qu'il y a moins besoin de l'assistance alimentaire pendant les périodes de soudure. C'est une première dans la mesure où la FAO travaille depuis longtemps dans cette région, le PAM travaille depuis longtemps dans cette région, le FIDA est là depuis longtemps, mais c'est une opportunité que nous avons de prendre les avantages comparatifs, les forces des uns et des autres, et de mettre ensemble pour que nous arrivions à un résultat beaucoup plus important que ce que nous avons. Ces résultats sont le fruit de l'unité dans l'action des agences onusiennes en faveur des pays du Sahel. Le Sénégal, qui abrite cette réunion d'évaluation régionale du programme SD3C, salue cette performance. Elle a permis de sortir certains ménages de la précarité tout en renforçant les assises des États concernés par ce projet. La première phase du SD3C a permis d'améliorer la sécurité alimentaire de 30 000 ménages au Burkina, au Tchad, au Mali, au Niger et au Sénégal. Le Sénégal importe près de 70% de sa nourriture, je dirais même 80% de sa nourriture. Et en particulier, le taux d'autosuffisance alimentaire du pays pour les céréales est de 57%. Cela montre l'importance et la pertinence de ce projet régional que vous êtes en train d'exécuter. En raison de la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché international, cette dépendance aux importations alimentaires a également un effet très négatif sur la balance commerciale. Le Sénégal importe plus de 1070 milliards de francs CFA en denrées alimentaires contre un budget de 7042 milliards. Vous voyez déjà la détresse dans laquelle nos économies sont. Lancé en 2020, ce programme innovant de résilience communautaire face à l'insécurité alimentaire se poursuivra jusqu'en 2026. Tabaski 2024, la région de Thiès s'y prépare. En CRD s'est tenu avec l'ensemble des services concernés pour faire l'évaluation de la campagne précédente et se projeter sur celle à venir. Cette année, la région table sur un objectif de 200 000 moutons. Moussa Mané. L'objectif global de ce CRD, c'est de trouver les voies et moyens pour un approvisionnement en quantité suffisante de moutons de Tabaski. Pour atteindre cet objectif, un plan d'action a été mis en place. Il s'articule principalement autour du choix des sites d'attente. Les sites que nous aurons identifiés et qui seront considérés comme les sites officiels de points de vente de moutons qui auront fait l'objet d'arrêtés des maires pourront quand même avoir ces commodités-là, notamment la disponibilité de l'eau, de l'électricité et de l'aliment bétail. Ensuite, des opérations de nettoiement continues. Nous veillerons aussi en relation avec la gendarmerie pour que l'assouplissement, en tout cas du contrôle, dans la mesure du possible, soit de vigueur, conformément à la directive contenue dans la lettre circulaire de M. le Premier ministre. Au-delà des sites, il y a la question du financement. Chaque année, des prêts sont octroyés aux opérateurs et éleveurs qui doivent les rembourser après opération. Pour la campagne passée,
Malgré un taux important de recouvrement, il reste des efforts à faire. Aujourd'hui, on est à 76% de taux de remboursement. Il nous reste 98 millions qui sont en tout cas au niveau des éleveurs qui devront être remboursés. La sensibilisation a été faite pour que ce remboursement soit effectif, pour que les nouveaux dossiers que nous avons commencé à soumettre puissent faire quand même l'objet de financement du niveau, en tout cas au niveau de ces fonds-là. Le plaidoyer sera porté par nous-mêmes pour que l'État puisse venir en appoint accompagner les éleveurs. Sandiara, Toubatoul, Sévéhaï, des grands centres d'attente de moutons dans la région de Thiès seront sans doute très sollicités par les éleveurs. Pour un bon accueil, les autorités territoriales sont appelées à jouer leur partition. Globalement, en tout cas, au niveau de la région de Thiès, on est rassuré de pouvoir tenir une bonne opération de la Tabaski conformément aux directives qu'on a reçues de notre hiérarchie pour que le mouton soit disponible en quantité et en qualité avec l'accompagnement de l'État afin que aussi le consommateur final puisse pouvoir disposer d'un mouton à un prix raisonnable. À l'issue de la rencontre, un comité de suivi a été mis en place. Il réunit en son sein plusieurs chefs de service qui sont impliqués directement dans cette opération. Il fera régulièrement le point de la situation de l'approvisionnement des moutons de Tabaski dans la région de Thiès. Une de nos équipes s'est rendue au marché hebdomadaire de Dara Djolof. Pour le moment, ce sont les revendeurs qui ruent vers cet endroit pour préparer leur opération Tabaski. Les prix restent tout de même élevés comparés à l'année dernière. Selon ces vendeurs, c'est à cause de l'augmentation du prix de l'aliment de bétail. Les explications d'Abdouad. Convoyer du bétail est sa spécialité. À bord de son car, Modou ne manque jamais le rendez-vous du marché hebdomadaire de Dara Djolof. Il assure le transport des revendeurs et de leurs moutons. Nous faisons le tour des marchés hebdomadaires qui se trouvent au niveau de Louga. Nous transportons les clients et leurs moutons en direction de Dakar, à Buntu Pikine. En moyenne, ils transportent 140 sujets par jour. Une bonne affaire pour le jeune chauffeur et son équipe. Vraiment, c'est une activité très rentable. En une journée, il peut arriver qu'on rentre chez nous avec 250 000. Le transport, un des signes de la vitalité du marché hebdomadaire de Dara Djolof. Au lieu de commerce de vin et de caprin, il attire tous les dimanches plusieurs centaines de vendeurs venus de plusieurs localités du pays. Aujourd'hui, il enregistre une belle affluence. À l'approche de la Tabaski, le mouton constitue logiquement la principale attraction. 350 bi buma amé 200 ma jaay ko bi buma amé 350 ma jaay ko bi buma amé 260 ma jaay ko bi buma amé 240 ma jaay ko bi. Un marché lucratif avec un gros volume de cheptel. Depuis la fin du Ramadan, beaucoup de jeunes viennent se ravitailler ici pour préparer activement l'opération Tabaski. C'est le cas de Bada, qui habite à Bambilor. Je suis venu ici ce dimanche avec mes amis pour acheter des moutons qu'on va préparer pour la Tabaski. Beaucoup de personnes s'activent pour l'opération Tabaski. C'est la période des achats avant de revendre dans un mois. Les moutons achetés ici seront revendus dans les grandes villes. Pour assurer une bonne marge à la revente, ces acheteurs négocient les moutons par lot et profitent ainsi d'une bonne réduction. Je prends des moutons à partir de 150 000. Je peux en prendre entre 5 et 10, voire plus. Tout dépend des offres. Autre avantage du marché, des prix beaucoup plus abordables qu'en ville. Et beaucoup moins cher qu'à Dakar. Peut-être que c'est le trajet qui est compliqué parce que Dara Djolof, c'est un peu loin. Les acteurs du marché reconnaissent tout de même une légère hausse comparée à l'année dernière à la même période, due selon eux à la cherté de l'aliment de bétail. J'achetais à 150 000 l'année dernière, cette année il me faut 200 000. On peut même vendre jusqu'à 100 000 nos moutons, mais l'aliment de bétail coûte cher.
alors les moutons aussi. Pour offrir aux populations des moutons de qualité à des prix raisonnables, les éleveurs demandent à l'État du Sénégal de trouver des solutions contre la hausse du prix de l'aliment de bétail. Nous invitons le président de la République à revoir le prix de l'aliment de bétail qui coûte très cher. Ça devient compliqué pour nous les éleveurs. La paille d'arachide est à 5 500 voire 6 000 le sac. Pour un meilleur approvisionnement du marché, le gouvernement a assoupli le contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du Sénégal entre le 19 avril et le 2 août 2024. Les opérations sur les moutons de Tabaski sont également exonérées de toute taxe pendant cette période. Le mouton, justement, qui sera la grande attraction dans les jours à venir. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette édition. Très bonne fin de soirée à tous sur la première chaîne de télévision sénégalaise.